Mesdames et messieurs, bienvenue à la séance 4, intitulée « Écoute-moi, s'il te plaît », deuxième partie. Dans cette séance, nous aimerions vous parler de la colère. Quel est le rapport entre la colère et la communication? Bon, pour commencer, l'incapacité de gérer sa colère de manière constructive est un obstacle majeur à la communication. Pensez à la dernière fois que vous étiez en colère. Très en colère. Quelqu'un a pris votre place de stationnement. Ou un autre conducteur vous a fait une queue de poisson. Ou un collègue a eu une promotion à votre place. Ou un être cher a appris qu'il a un cancer. Ou peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez tendrement. Et vous étiez très en colère. Vous qui êtes parents, écoutez-moi bien. Les parents disposent de 5 à 7 ans pour enseigner à leur enfant comment gérer ses attentes non satisfaites, ses émotions négatives, ses expériences négatives. Après l'âge de 7 ans, seul Dieu peut remplir le vide chez l'homme. S'il n'aimait pas Dieu, chaque conjoint s'attend à ce que l'autre remplisse son vide et satisfasse ses besoins émotionnels et physiques. Pourtant, il n'y a que Dieu qui puisse donner l'acceptation et l'amour inconditionnel. Nous avons tous des attentes non satisfaites, n'est-ce pas? C'est nous qui choisissons de les gérer. Après tout, la vie est faite de déception sur déception, n'est-ce pas? La colère est une émotion secondaire qui résulte d'une attente non satisfaite. Bien sûr, toute attente non satisfaite n'aboutit pas à la colère. Oui, malgré tout, la colère est provoquée par une attente non satisfaite. La colère vient d'une émotion primaire, comme la peur, la frustration, la souffrance. Encore une fois, les émotions primaires liées à la colère sont la peur, la frustration ou la souffrance. À la suite d'une d'entre elles, nous sommes en colère. La colère peut avoir plusieurs aspects, mais la colère n'est pas le vrai problème. C'est la façon dont une personne gère sa colère. Selon toute probabilité, elle gère sa colère tout comme sa famille, à moins qu'elle n'ait fait de réels efforts pour changer. Malheureusement, dans beaucoup de relations, et surtout celles entre époux, une personne ne gère pas la colère de façon positive. Cette colère peut alors être destructrice pour la communication. Maintenant, nous allons étudier les façons pour gérer sa colère. Bon, une des façons, c'est de décharger sa colère. Nous le voyons très souvent. Décharger sa colère veut dire lâcher tout, sans retenue, pour s'exprimer. Quand quelqu'un décharge, il lance sa colère vers des personnes ou des objets. Claquer une porte, casser quelque chose ou frapper quelqu'un. Et quelque chose est cassé ou détruit et des gens blessés. Attention, si la colère est lancée vers des personnes ou des objets, cela peut aider la personne physiologiquement, mais cela ne fait réellement rien pour satisfaire ses attentes. Bon, si vous déchargez votre colère d'une façon plus positive, faites quelque chose comme frotter le parquet, faire du jogging, quelque chose d'actif physiquement. Mais même si vous faites cela, le problème n'est toujours pas réglé. Par conséquent, la solution n'est pas de décharger sa colère. Voilà la première facette de la colère. Mais si vous pensez que c'est la seule forme, il vous faut encore nous écouter, car la colère peut prendre de nombreuses formes. La deuxième façon choisie par beaucoup pour gérer la colère, c'est le choix de la contenir. Ils reconnaissent leur colère, mais choisissent de la contenir, de ne pas agir sur le coup. Par exemple, ne pas réagir contre un enfant de 2 ans qui fait un caprice ou un ado qui rentre au milieu de la nuit. Ne pas agir sur le coup. Mais l'histoire se complique parce que la colère ne peut pas rester contenue. Elle fait place à d'autres choses. Représentez-vous un ressort gigantesque entre mes mains. Imaginez que j'appuie
j'appuie. L'heure viendra où la pression du ressort surpassera ma capacité d'appuyer et à ce moment-là, le ressort fera boing dans mes mains. Est-ce un mot, boing? Je sais pas. Je crois que oui, je crois que c'est un très bon mot. En effet, ça vient du grec, ça veut dire rebondir ou sauter. En d'autres termes, le ressort bondira. En chacun de nous est un rouleau, une sorte de ressort intérieur qui marche de la même façon. Donc, regardez-moi bien. Une attente non satisfaite, la colère. Vous choisissez de la contenir, vous appuyez. Encore une attente non satisfaite, la colère. Vous savez que vous êtes en colère, mais vous choisissez de la contenir, vous appuyez. Encore une attente non satisfaite. Vous continuez à contenir votre colère et vous appuyez. Mais l'heure viendra où la pression pour sortir sera plus forte que votre capacité d'appuyer et vous exploserez dans tous les sens sur la personne la plus près. Bon, si des attentes non satisfaites arrivent souvent, une personne ne peut plus contenir sa colère. Et cette personne la transférera à celui qui se trouve à côté. Le châtiment n'est jamais proportionné à la faute. Personne ne sait exactement qui va être au mauvais endroit au mauvais moment, mais quelqu'un, quelque part, va recevoir toute la colère parce que c'est impossible qu'elle ne sorte pas. Cela fait que quelqu'un paye pour vos attentes non satisfaites. Donc, une colère contenue trop longtemps finit toujours par exploser. Le troisième choix, c'est de refouler sa colère. Refouler sa colère. C'est lorsqu'une personne ne peut pas reconnaître sa colère. Quand une personne n'arrive pas à reconnaître sa colère, mais que devient la colère refoulée? Eh bien, si elle ne se dirige pas vers d'autres personnes ou objets, elle s'intériorise, c'est-à-dire elle se tourne vers la personne même. Bon, qu'est-ce que la dépression émotionnelle ou réactionnelle, pardon? Ce n'est rien de plus qu'une colère non exprimée. Souvent, cette sorte de dépression vient après une perte, par exemple. Ce qui ne s'exprime pas par des mots, M-O-T-S, s'exprimera avec les mots, M-A-U-X. Nous ne parlons pas ici de la dépression spirituelle. Celle-là pousse une personne vers une addiction pour tenter de remplir le vide émotionnel que seul Dieu peut remplir. Nous ne parlons pas ici non plus de la dépression génétique qui est chimique. La dépression réactionnelle, c'est lorsque la colère se dirige contre soi. Le danger est que, au lieu de blesser d'autres personnes ou endommager des objets, la colère va blesser la personne elle-même. Les revues médicales affirment que la colère intérieure est liée à de nombreux problèmes physiques. Un esprit qui n'est pas sain, une colère refoulée par exemple, a des conséquences sur le corps comme l'hypertension, les ulcères, etc. Donc, la colère va blesser quelqu'un si la personne ne gère pas sa colère correctement. Il reste une dernière option, gérer sa colère. Nous allons examiner une solution pour vous aider à gérer votre colère. Ce serait bon aussi à enseigner à vos enfants. C'est le choix le plus sain, mais cela demande des efforts. Rien sans rien, quoi. Pardon. La première étape dans cette solution, c'est de noter sur papier vos attentes non satisfaites. Donnez un nom, un endroit, un moment. Écrivez-les. Notez vos attentes non satisfaites, peut-être comme je ne suis pas parfait, ou peut-être avez-vous une personnalité colérique à cause de quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Peut-être avez-vous été humilié tandis que votre attente majeure était une approbation. Écrivez « Je ne suis pas assez bien » ou toute autre attente non satisfaite. Bon, après avoir identifié vos attentes non satisfaites, la deuxième étape pour gérer votre colère, c'est de vous poser 4 questions. La première question, c'est « Cette attente non satisfaite est-elle illégale?
contre la loi? La deuxième, est-elle contraire à la moralité sexuelle? Est-ce une moralité douteuse? Troisièmement, s'agit-il de quelque chose de malhonnête, par exemple le mensonge ou les tromperies? Et 4, est-ce que quelqu'un est blessé par mon attente non satisfaite? Une autre personne répondrait-elle que oui, cela blesse quelqu'un? Bon, cette dernière question est la plus épineuse des quatre. Il ne s'agit pas de votre sentiment, mais de ce que dirait une personne qui n'est pas concernée ou qui ne vous connaît pas. Dirait-elle que quelqu'un a été blessé? Ici, ce ne sont pas votre opinion ou votre préférence qui compte. Si la réponse d'une autre personne est oui à une seule de ces 4 questions, il faut prendre des mesures appropriées. Bon, je répète, s'agit-il de quelque chose qui est illégal, qui est contre la moralité sexuelle, qui est malhonnête ou qui est blessant? Et si la réponse est oui à une seule de ces questions, et si le comportement continue en ce moment, on passe à la 3e étape pour gérer votre colère. Il faut parler avec la personne concernée et élaborer un plan d'action pour mettre fin à ce comportement. Encore une fois, si la réponse est oui à une seule de ces questions et si le comportement continue en ce moment, il faut parler avec la personne concernée et faire un plan d'action pour mettre fin à cette façon de faire, avec ou sans son aide. On peut se demander, quelle différence entre la violence conjugale et la scène de ménage? Bon, dans la violence conjugale, une personne domine et écrase l'autre. La violence peut aussi se manifester en paroles, dont les effets sont d'autant plus pernicieux qu'ils ne laissent pas de traces. Pourtant, injures et intimidations sont généralement la base de la violence physique. Dans un conflit de couple qui est sain, l'identité de chacun est préservée et l'argumentation est possible. Par exemple, si votre conjoint vous maltraite, bien sûr que vous souffrez parce que vous ne vous attendez pas à être traité ainsi. Il est essentiel de trouver la force de corriger une situation abusive. Mais avant d'en parler à votre mari, il faut avoir une bonne stratégie. Par exemple, retenez le numéro de téléphone de la police pour avoir de l'aide en cas de difficulté. Où pourriez-vous trouver refuge? Voici la solution. Dites quelque chose à votre conjoint comme ceci. « Chérie, je t'aime, mais ça ne va pas. Toute la famille souffre de ta colère. Nous avons besoin d'aide. » Bon, à ce moment-là, si votre conjoint répond « Oui, tu as raison. J'ai un problème de colère et j'ai besoin d'aide. Toi et les enfants, vous ne méritez pas la façon dont je vous traite. » Si cela arrive, remerciez Dieu, cherchez de l'aide pour votre conjoint et priez pour lui tout au long de sa guérison. En revanche, s'il n'arrête pas, si vous dites que vous méritez tout ce qu'il vous fait et que les enfants méritent tous les coups, vous n'avez pas le choix. Dites quelque chose comme « Je regrette que tu aies ce sentiment, mais si tu me frappes ou si tu frappes les enfants encore une fois, je vais partir et je vais prendre les enfants avec moi jusqu'à ce que tu cherches de l'aide chez un professionnel. » Puis prenez contact avec une association. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. C'est très sérieux ce qu'elle dit parce que les études démontrent que les enfants deviendront adultes et imiteront le comportement qu'ils ont vu chez eux. Si un père maltraite sa famille, son fils a de fortes chances de sombrer dans la délinquance, l'alcool ou la drogue et plus tard battre sa propre femme. Sa fille, même si elle n'est que témoin de la violence à la maison, selon les statistiques, elle a 15 fois plus de chances d'être agressée physiquement ou sexuellement. La violence physique, la maltraitance, est un véritable fléau qui passe de génération en génération et nous ne devons pas la tolérer. Savez-vous qu'en France, en 2018,
295 000 femmes se sont déclarées victimes d'une violence à domicile et qu'en France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Témoins ou victimes, appelez le 3919. 39-19, OK? Bon, c'est incroyable le nombre de personnes qui permettent à un autre de continuer à les maltraiter sous prétexte de l'amour agapé. Agapé, l'amour véritable dit « Je veux ce qui est le mieux pour toi ». Bon, si la réponse est oui à une des 4 questions, l'amour agapé prend position contre cette façon de faire, qui fait du mal aux autres et que ce comportement soit le nôtre ou celui des autres. Voici un bon livre sur ce sujet, Violence conjugale, Accompagner les victimes, de Cosette Fabrici et Jacques Pujol. Dieu nous aime tous, mais il prend position quand le comportement est mauvais. Comme lui, nous devons tous prendre position contre un tel comportement dans notre propre vie et chez les autres. Malheureusement, certaines personnes supportent les abus parce qu'elles estiment qu'elles sont obligées de les supporter. Cela s'appelle la codépendance. Il est possible qu'une personne se dise « Je me trouve dans cette situation et j'autorise ce mauvais traitement parce que j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. J'ai besoin d'un endroit pour vivre, j'ai besoin de manger. » Encore une fois, il ne faut pas appeler cela l'amour agapé. Cela est la codépendance, pas le genre d'amour que nous devons manifester. L'amour agapé, si vous répondez oui à une des 4 questions, dit « Je vais prendre position contre ce genre de comportement ». La 4e étape pour gérer notre colère, si la réponse est non pour les 4 questions, ou s'il y a un oui, mais qui concerne quelque chose dans le passé, vous pouvez en parler avec l'autre si vous voulez. Si cette personne refuse de travailler avec vous vers une résolution, il faut être prêt à modifier vos attentes. Je répète ce que Arlan a dit. Si la réponse est non pour les 4 questions ou s'il y a un oui, mais qui concerne un comportement passé, parlez-en avec la personne concernée seulement si vous voulez. Que cette personne travaille avec vous vers une résolution ou non, il faut être prêt à modifier vos attentes. La question à poser, s'agit-il de quelque chose qui est illégal, qui est contraire à la moralité sexuelle, qui est malhonnête ou qui est blessant? Sinon, souvenez-vous que souvent une préférence ou une opinion est à la base de nos attentes non satisfaites. La raison pour 65% de nos disputes, c'est tout simplement parce que nous voyons les choses différemment. Laisse tomber. Ni juste ni faux, seulement différent. Aussi, la vie n'est pas toujours juste. Des choses épouvantables arrivent aux gens qui sont bons. Les sévices sexuels exercés sur un enfant, par exemple. Bon, les personnes qui choisissent de se concentrer sur elles-mêmes sont égocentriques et ont une mentalité de victime. Nous ne devons pas nous fixer sur ce qui nous est arrivé, mais plutôt regarder plus loin que l'événement et vers Dieu. Nous tous, nous restons 100% responsables de nos choix. Nous choisissons de vivre ou de survivre. Ceux qui savent gérer leur colère savent modifier leurs attentes. Bon, ceci me paraît très biblique. Joseph, dans la Bible, nous sert d'exemple. Voici un homme qui a connu beaucoup de mauvaises choses, de nombreuses déceptions dans sa vie. Mais malgré ces déceptions, Joseph n'a pas eu une mentalité de victime. Il a choisi de ne pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas l'événement, mais il regardait plus loin vers Dieu.
Nous allons tous éprouver des difficultés. Toutefois, nous devrions plutôt saisir ces occasions pour aider ceux qui souffrent. Malheureusement, de mauvaises choses vont arriver aux gens bien. Alors nous devons décider de ce que nous allons faire. Si nous nous concentrons sur ce qui nous est arrivé dans le passé, et comme c'était horrible, nous vivrons comme des victimes. Cependant, si nous regardons plus loin que les événements et vers Dieu, cela nous permettra de changer notre centre d'intérêt. Voici un exemple très simple. J'aime bien faire des petits plats pour Alain. Alors, je cuisine pendant un bon moment, puis je mets le repas sur la table et j'appelle Alain. Oui, il est en train de préparer une étude à l'ordi. Alain ne vient pas et le repas refroidit, mais je suis en colère. Pourquoi? J'ai déjà beaucoup travaillé et mon attente, c'est si je vais faire tout cela, il ferait mieux de se déplacer et manger au moment où je l'appelle. Voici mon attente. Donc, j'explique à Alain pourquoi il est important, à mes yeux, de manger lorsque le repas est encore chaud. Mais il m'explique qu'il ne peut pas s'arrêter au beau milieu d'une pensée. Et alors, que faire? En fait, j'ai deux choix. Être en colère ou changer mes attentes. Et si je prévenais Alain plus à l'avance? Abordons la partie suivante de cette présentation. Nous allons vous présenter une bonne méthode pour résoudre vos difficultés ou problèmes. Les couples qui se ne disputent jamais sont souvent passés maîtres dans l'art de la colère froide, de la remarque acide. En revanche, les disputes sont un passage obligé pour créer de l'intimité. Oui, l'intimité et non l'indifférence. Mais il faut connaître un temps, soit peu, les règles. Bon, ceci est très important. La colère ne nuit pas à la relation d'amour, mais au contraire, elle permet de la nettoyer régulièrement des ressentiments et des non-dits qui peuvent s'accumuler. Mais attention, qui dit colère ne dit pas violence verbale. Il est important d'apprendre à s'exprimer, à exprimer sa colère sans violence verbale. En somme, bien se disputer, cela s'apprend. Moi, je préfère dire entre non pas en dispute, mais en discute. J'aime bien mon discute. D'accord. On n'entre pas en dispute, mais on discute. Comme j'ai dit dans une session précédente, la fraternité intense. Ou comme notez bien que si vous êtes égoïste, cela ne sert à rien d'essayer cette méthode. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je répète, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pourquoi? Car le but est d'écouter le cœur, pas les paroles. Maintenant, nous allons parler de négociation dans la résolution des conflits. Il y a 5 étapes à suivre, les règles de joute. Tout d'abord, si votre conjoint s'approche de vous pour discuter d'un problème, c'est que le problème existe. Alors, il ne faut pas réagir avec dénégation, c'est-à-dire nier le problème en disant « Tu ne fais que poser problème depuis le début ». C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas la chose à lui dire. Non. Considérez le cas de Stéphanie et de David. D'habitude, Stéphanie prépare à manger le soir et David est censé tout nettoyer après le repas. Mais David ne le fait pas en disant « Oh, je suppose que je me suis trouvé pris par la télé. » ou « Désolé, j'ai eu une journée difficile et j'étais trop fatigué. » Stéphanie, quoique tentée à se mettre à crier, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'aide ici ?» ce qui intensifie la situation de conflit. Voici ce qui serait mieux. L'explication de David doit être reconnue et ensuite utilisée en vue d'un compromis. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que tu sois trop fatigué, mais je ne le savais pas à la fin du repas. Je croyais que tu allais débarrasser la table et maintenant, je vois que la vaisselle est toujours là et je suis contrariée. Est-ce que tu peux comprendre cela ?»
Cette approche prépare le terrain pour une négociation. Et David va comprendre que dans l'avenir, s'il ne fait pas quelque chose qui a été convenu ensemble, il doit prévenir. Bon, pour reprendre, si l'un des deux perçoit qu'il y a un problème dans le mariage, c'est qu'il y a réellement un problème dans le mariage. Alors, nous avons un problème. C'est vrai. Que l'autre voit le problème ou non, ce n'est pas la question. Si l'un des deux perçoit un problème, alors nous avons un problème. Deuxièmement, vous devez décider quand, où et comment régler le problème. Quand, où et comment. Nous suggérons que le quand soit pendant les heures de grande écoute, Oui. si possible entre 8 heures du matin et 9 heures du soir. En général, ce n'est pas une bonne idée d'attaquer un problème à 11 heures du soir. C'est juste, n'est-ce pas? À 23 heures, nous ne pouvons être là, ni mentalement, ni émotionnellement. Où allez-vous alors régler le problème? Nous pensons que la chambre n'est pas le meilleur endroit, plutôt le salon, le balcon ou ailleurs. Et il faut vous assurer que la situation est propice à la discussion. La télévision éteinte, le répondeur allumé, le portable éteint, les enfants au lit ou ailleurs. En d'autres termes, vous avez éliminé toute possibilité d'être interrompu pour pouvoir vous concentrer. C'est aussi très important de pouvoir vous regarder, être l'un en face de l'autre. Cela s'appelle le langage corporel, n'est-ce pas? En fait, les experts affirment que la plus grande partie de la communication se fait par la gestuelle, la position des mains, les bras croisés, l'expression du regard, le signe de la tête, ou même l'absence de regard. Tout cela sert à communiquer. Le langage du corps ne ment pas. Non. Bien, il est aussi important de se servir du bon ton. Et vous savez bien que nous ne parlons pas du poisson. L'intonation de la voix compterait pour 38% du message transmis et les mots prononcés pour seulement 7%. Ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est comment je le dis. Est-ce que vos enfants sont déjà venus vous voir pour annoncer un problème et vous les arrêtez pour leur dire « change de ton ». Nous le disons avec nos enfants et il doit en être ainsi avec notre conjoint aussi. Nous devrions nous servir du bon ton, pas de ton moqueur ou désagréable, car ce ne serait pas très positif. Franchement, dans notre mariage, j'ai un problème comme cela. Quelquefois, quand je m'adresse à Arlin, je me sers d'un ton qui communique quelque chose que je ne veux pas. Je communique alors quelque chose de négatif. Bon, elle a le meilleur cœur du monde, mais c'est vrai que parfois, elle est un peu mordante. Passons à la troisième étape pour résoudre les différends. À qui le tour de parler? À qui le tour d'écouter? À qui le tour de parler? À qui le tour d'écouter? Chacun a son tour. Alors, si Pamela vient vers moi avec un problème, c'est à elle de dire comment le problème la touche, mais sans m'attaquer. Mesdames, nous devons apprendre à exprimer nos blessures et nos besoins plutôt que nos frustrations. Ne tuons pas notre partenaire avec des tubes et évitons-les jamais et toujours. Disons par exemple, je souffre parce que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, plutôt que tu n'écoutes jamais rien, qui fait procès. À essayer, voici une technique simple pour formuler ces demandes efficacement. Le JIP. J, 2 E, 2 P. JIP. J comme je. Commencez toujours vos phrases par je. E comme empathie. Glissez un mot qui montre que vous tenez compte de l'autre. Je comprends que tu sois fatigué, mais j'aimerais. E comme émotion. C'est une variante de l'empathie. Je suis désolée de t'embêter avec cela. P comme précis. Annoncer la couleur sans détour.
Pourrais-tu ramasser tes chaussures, s'il te plaît? P comme persistance. Répétez alternativement votre phrase précise, puis votre phrase emphatique. Je comprends bien que tu sois fatigué, que tu n'y penses pas forcément, mais j'aimerais vraiment que tu ranges tes chaussures quand tu rentres. Messieurs, de notre côté, nous devons apprendre à écouter, à bien écouter et prendre soin des émotions de notre partenaire sans nous sentir attaqués. C'est ainsi que nous pouvons découvrir que nous avons tous les deux raison. Donc, elle a 45 secondes pour expliquer ce qu'elle ressent. Et tout ce que je peux faire pendant ces 45 secondes, c'est d'écouter. Je me transforme en éponge parce que aussitôt après, je serai obligé de lui répéter ce que je l'ai entendu dire. Parfois, la femme va vers son conjoint avec un problème et n'écoute pas en se disant « Eh oui, j'ai déjà entendu tout cela ». Peut-être que oui et peut-être que non. Ou quand elle commence à exposer son problème, il lui coupe la parole et c'est déjà de régler le problème. Ce n'est pas la chose à faire, messieurs. Ce n'est pas la chose à faire. Elle ne voulait pas que je règle le problème. C'est exact. J'aimerais simplement que tu m'écoutes, même si tu as déjà entendu 10 fois mon histoire. Mais elle voulait simplement que je la comprenne. Voilà. Oh, bon, d'accord. Nous les hommes, nous disons, si elle ne voulait pas que je règle le problème, pourquoi est-ce qu'elle l'a soulevé? Les femmes sont comme cela, tout simplement. Elles sont comme Nous ça. sommes comme ça. Oui. C'est ni juste ni juste ni faux, faux. seulement différent. C'est simplement leur façon de fonctionner.
Cette méthode s'appelle l'écoute active. La reformulation consiste à répéter avec nos propres mots ce que nous avons entendu et compris. Tant que l'on n'a pas reformulé, c'est comme si on n'avait pas envoyé d'accusé de réception à son interlocuteur. Bien, après, elle a parlé pendant 45 secondes. J'ai 45 minutes. Non. Ah, en effet, j'ai aussi 45 secondes pour lui répéter ce qu'elle a dit. Ensuite, elle a encore 45 secondes de nouveau. Et tout ce que je peux faire, c'est d'écouter. Cette écoute attentive et silencieuse soulage déjà beaucoup. Au fait, il y a plusieurs raisons de limiter chaque round à 45 secondes. L'une des raisons, c'est que nous, les hommes, nous ne pouvons pas nous souvenir de plus de 45 secondes de conversation. Et bien les femmes non plus. Non. Et le fait de limiter le discours à 45 secondes empêche Pamela de se mettre en colère ou de rabâcher des choses pendant 20 minutes. Et moi aussi. Bien, quand je suis convaincue qu'il m'a entendu, pas seulement les paroles, mais aussi mon cœur, à ce moment-là, je lui dis « à toi ». Puis c'est à mon tour de prendre 45 secondes pour lui dire comment le problème me touche, mais sans l'attaquer. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est d'écouter. Puis elle a 45 secondes pour me répéter ce que j'ai dit, et nous altérons ainsi jusqu'à ce que le problème soit identifié. La quatrième étape pour résoudre les différends, c'est de poser la question « Quel est le problème ?» Quel est le problème exactement? On a un problème, mais on n'est pas le problème. C'est incroyable le nombre de couples qui n'arrivent jamais à comprendre où est le problème. Il y a souvent de la rancune parce que les gens n'ont pas vraiment identifié le vrai problème. Cinquième étape, une fois le problème identifié, tous deux commencent à faire du brainstorming, le remue-ménage. Par exemple, la personne qui initie la discussion peut demander « Comment penses-tu que nous pourrions nous organiser pour mieux fonctionner ?» Comme chacun dit donc tout de suite ce qui lui vient à l'esprit. J'ai une idée ou qu'est-ce que tu dirais de cette possibilité? J'ai une idée, qu'est-ce que tu dirais de cette façon de faire? Donc, ensemble, nous faisons une liste de toutes les solutions possibles, y compris celles auxquelles nous n'avons pas pensé avant, ni l'un ni l'autre. Souvenez-vous de Stéphanie et David? Pour leur histoire de vaisselle, Stéphanie était déterminée à finir cette dispute une fois pour toutes, avec cette technique de négociation. David a suggéré que les deux fassent la vaisselle à tour de rôle. Stéphanie a suggéré un échange tous les 2 jours avec un planning affiché sur le frigo. Ensuite, David a trouvé l'astuce. Que chacun soit responsable pour débarrasser et pour faire la vaisselle pendant 1 semaine à partir du lundi. Depuis, notre vie de couple est beaucoup plus douce. Et l'avantage, c'est que maintenant, si on se dit « Oh non, voilà une autre dispute qui se profile », nous savons régler le problème. Bon, la plupart des couples sautent cette étape de brainstorming quand ils se disputent. C'est la raison pour laquelle ils restent prisonniers des mêmes querelles pendant des années. Le brainstorming est très important. Voici le programme. Chacun doit trouver plusieurs solutions possibles. Suggérez une idée précise et demandez-lui de proposer d'autres suggestions. L'étape clé est de faire participer l'autre personne à trouver une solution. Les études montrent que les gens ont de plus fortes chances à mener un plan à terme s'ils ont l'impression d'avoir participé à la création du plan. Bon, une bonne discute où chacun peut s'exprimer, c'est non seulement avancer sur un problème concret, mais c'est également aller plus loin dans la connaissance de son partenaire. On progresse, on s'aime plus fort. Après le brainstorming, nous devons trouver une solution à notre problème, résoudre les différends. En fait, il y a plusieurs façons.
Si vous regardez la page 17 dans le cahier participant, vous verrez des illustrations des points suivants. Bon, une première, c'est le consensus suite au brainstorming. Si vous arrivez à être entièrement d'accord. Bon, une deuxième façon, c'est le compromis. Cela veut dire que chacun des deux individus renonce à quelque chose et chacun reçoit aussi quelque chose. La plupart des compromis ne sont pas 50-50, mais plutôt 60-40 ou 70-30. Le compromis est fait et reçu librement. Pourtant, il existe des couples qui n'arrivent jamais à un compromis. Admettre que l'autre a raison, être capable à faire des concessions mutuelles, c'est comme une colle pour le mariage. Et aussi pour les relations en général, que ce soit vos amis, vos parents, vos enfants, vos collègues, etc. Bon, une troisième façon de résoudre des différences, c'est la capitulation. La capitulation veut dire que l'un des deux accepte de faire à la façon de l'autre. En d'autres termes, c'est un cadeau d'amour. Celui qui fait ainsi procède avec bonne volonté. Attention, pour les personnes qui n'aiment pas céder du terrain, il y a maintes raisons pour changer. Se débarrasser du besoin d'avoir raison améliore non seulement la santé de nos relations, mais en plus la santé de notre corps, sans parler du coût émotionnel donné à la personne en face si on lui demande toujours de capituler. Dans ce cas, à la longue, l'autre personne va se replier sur elle-même et ne dira plus grand-chose. Pas formidable pour une relation intime, c'est le moins que l'on puisse dire. Non. Bon, cette option de capitulation doit donc être réciproque tout au long de la relation. Ce n'est pas normal que ce soit toujours la même personne qui capitule devant l'autre, parce que si c'est le cas, le mariage ne sera pas sain. La capitulation n'est pas mauvaise si ce n'est pas toujours la même personne qui le fait. Et un individu ne doit pas contraindre l'autre à capituler en se servant de larmes ou de mauvais traitements. Nous pouvons dire par exemple « Oui, je suis d'accord. L'année dernière, nous sommes allés chez mes parents, donc cette année, allons où tu veux. » Bon, une quatrième façon de résoudre les différences, c'est la coexistence. En coexistence, les deux personnes acceptent de voir les choses différemment mais aimablement. Ils se rendent compte tous deux qu'un moyen d'action uni n'est pas possible cette fois-ci. Ne mettez pas en jeu votre relation entière sur un seul conflit. Il ne faut pas lui dire « il faut que tu fasses à ma façon, il faut que tu partes ». Non, au contraire, chaque individu accepte que l'autre ait le droit d'avoir une opinion différente de la sienne. Tous deux doivent pouvoir aborder le problème plus tard, trouver des mots apaisants plutôt que bouder sans fin. C'est faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle. C'est être capable de dire « je t'aime » même si on n'est pas toujours d'accord. Il y a d'autres méthodes pour trouver des solutions à vos conflits. Mais si votre façon actuelle pour résoudre vos différends n'est pas acceptable pour tous deux, vous avez alors besoin de changer quelque chose. Si vous choisissez d'utiliser cette méthode, nous vous conseillons de commencer avec un petit problème. Aujourd'hui, nous vous laissons un devoir, une proposition à faire sans tarder. Nous lançons un défi à chaque couple de le faire dans les 72 heures. Faites-le avec un air de fête. Bon, vous avez entendu. C'est un défi à faire dans les prochaines 72 heures. Et messieurs, prenez l'initiative. Asseyez-vous avec votre épouse en vous assurant que la situation est bonne comme nous l'avons déjà décrite. Prenez 45 secondes pour lui exprimer les choses que vous aimez en elle, ce que vous préférez ou appréciez en elle. Ensuite, mesdames, prenez 45 secondes pour lui répéter ce qu'il a dit. Et messieurs, quand vous estimez que vous avez compris, dites « à toi ». Mesdames, ensuite, vous ferez la même chose. Bon, certains d'entre vous pourraient se dire « pas possible ». Pourtant, et c'est vrai, les couples qui ont suivi cette seule suggestion disent que cette suggestion a beaucoup amélioré leur mariage.
Par exemple, mon mari parle peu, donc cela représente beaucoup pour moi qu'ils me disent toutes ces choses. Ou un homme qui dit ah, je croyais que ma femme pensait cela, mais ça fait longtemps qu'elle avait dit. Il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas faire cela sans que l'un de vous verse quelques larmes, ou peut-être même tous les deux. Donc, employez donc cette proposition pour régler vos différends, pour renforcer votre couple. C'est capital pour la réussite d'un mariage. Merci. Merci. Comme nous l'avons déjà dit, l'incapacité de s'occuper de la colère de manière constructive est un obstacle majeur dans la communication. Tout à l'heure, nous avons présenté une façon de traiter la colère pour qu'elle ne porte atteinte ni détruise la relation. Si on veut arriver à une bonne résolution de conflit, il est essentiel d'apprendre à écouter ce qui se cache derrière les mots. Il faut apprendre à bien écouter l'autre afin de résoudre les différends. Cette attitude d'écoute active nous aide aussi à distinguer les différences qui ne sont que des préférences de celles qu'il faut adresser en tant que défis. Une chose très importante, c'est d'identifier nos attentes non satisfaites qui peuvent contribuer à la colère, n'est-ce pas? Ensuite, le cœur serviable est ouvert à comprendre apprendre comment gérer la colère d'une manière constructive. Voici deux sketchs, deux scénarios d'un même conflit. Le premier est une dispute intense, une scène de ménage. Le second montre une négociation dans la résolution du conflit en se servant d'un échange de 45 secondes maximum entre les deux. Regardez bien ces deux scénarios et notez ce qu'il ne faut pas faire et ensuite comment bien faire. Bon, je vais au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 11 heures du soir, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête et je ne veux pas en parler maintenant. Il y a quelque chose parce que je vois que tu boudes depuis ce matin. Est-ce qu'il y a Bien quelque chose sûr. que j'ai fait? Mais bien sûr, tu sais très bien pourquoi je suis en colère. Comment est-ce que je peux savoir? Je ne peux pas lire dans tes pensées. On a la même dispute depuis des années. Chaque fois que tu vas dans un magasin de bricolage, tu reviens toujours avec un petit puce. C'est pas Alors vrai, ce non. matin, tu m'as dit que tu allais acheter un pot de peinture. Et voilà, tu reviens avec une perceuse. Et c'est toujours comme ça. Tu dis que c'est pas vrai. Je vais au magasin, je regarde les choses. C'est pas toujours le temps. Si, il y a 15 jours, c'était un taille. Eh ben, c'était avant qu'on discute de notre budget, de toute façon. En parlant du budget, monsieur ne respecte jamais le budget. Il achète tout ce qu'il veut. Tu as un manque de discipline. Ah là, moi, tu disciplines moi. Oui. Ah. Toi, tu vas sur le bon coin, tu vas sur eBay, tu achètes tout. Alors, tout tu ça- Tu me consultes pas, hein? J'ai besoin de demander ta permission. Alors, ce sont des petites bricoles. Ouais. Alors, je reste toujours dans le budget. Je ne dépasse pas le budget. Tandis que toi, une perceuse, 300 €. Pas. Bon, tu sais bien que j'en ai besoin, parce qu'on va faire des travaux cet été. Mais peu importe si on en a besoin. On avait convenu. Et là, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Eh ben, Et maintenant, tu vas me dire que je suis ta boniche. là, tu vas trop loin, parce que ton père m'a bien dit que tu es un casse-pied. Et tu m'agaces. Donc, laisse-moi tranquille. Chérie, aurais-tu quelques minutes avant de regarder le journal? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que nous avons besoin de notre formule magique avec les 45 secondes. Ah bon? D'accord. Laisse-moi mettre le chronomètre, ok?
OK. Alors, ce matin, j'étais contrariée quand tu es revenu du magasin de bricolage avec la nouvelle perceuse. Et dans le passé, bon, il y a peut-être un mois, 6 semaines, nous avions convenu de faire des économies en vue de notre prochain voyage au mois de septembre. Et il me semble que chaque fois que tu entres dans un magasin de bricolage, tu oublies tout. Et là, tu es revenu avec la perceuse et j'étais en colère. À toi. Oh, Non, tu peux. d'accord. OK. Si j'ai bien compris, tu es en colère parce que j'ai acheté une nouvelle perceuse sans te demander ta permission. C'est ça? Oh non, vraiment. Attends. Oh, excuse-moi. OK. OK. Vraiment, ce n'est pas une question de me demander la permission. Vraiment pas. Mais on avait un accord, ou du moins je pensais qu'on avait un accord de faire très attention à l'argent. Et donc, il me semble que tu as oublié. Et puis, mon impression, c'est que nos accords, ça ne compte pour rien, ça ne veut rien dire, et que tu ne respectes pas. Et voilà. OK. Bon, si je comprends bien, tu es gêné, tu es vraiment en colère même, parce que je n'ai pas fait attention à notre accord pour dépenser l'argent, parce qu'on a ce voyage qui vient, c'est ça? OK. Bon, il faut dire que ce qui me gêne dans tout ça, c'est que tu ne me consultes pas quand tu vas sur eBay ou sur le Bon Coin pour acheter des choses. Bon. Oh, pardon. OK. Vas-y. Alors, si je te comprends bien, tu n'avais pas oublié vraiment, mais tu pensais que moi, je faisais la même chose quand je fais mes achats sur Internet. Bon, il faut admettre que je n'ai pas oublié. J'ai oublié, en effet, l'accord qu'on avait fait, mais il faut dire que la perceuse était en solde que ce soir, jusqu'à ce soir. Et tu sais bien qu'on a besoin de ça pour les travaux que nous allons faire à la fin d'été. Et donc, je pense que c'était une bonne chose. Voilà, c'est pourquoi je l'ai fait. Okay. Alors, en effet, tu avais... Ah, excuse-moi. Okay. Alors, en effet, tu avais oublié ce qu'on avait dit. Et tu as vraiment besoin d'une perceuse. Et donc, tu l'as acheté parce que c'était en promotion et c'était le bon moment. Ça, je peux comprendre. Bon. Est-ce que... Oui, attends. J'ai bien compris? Oui, tu as compris. En plus, je suis désolé que j'ai oublié ça parce que vraiment, je ne pensais pas. Et je ne comprenais pas non plus que peut-être tu faisais des dépenses sur eBay, sur le Bon Coin, selon le budget qu'on a établi dans notre accord. C'est ça que j'ai... OK, d'accord. Alors, je veux préciser, il est vrai que j'ai fait quelques achats sur Internet, mais je m'étais fixé un petit budget dans notre budget et j'ai jamais dépassé la somme. Mais toi, tu as dépensé 300 € pour la perceuse. Et voilà. Ouais, c'est bon. Tu veux dire encore? Non, je crois que j'ai bien compris. Voilà, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que... Alors, tu peux m'aider à... Alors, j'ai pensé à des idées. Il faut vraiment... trouver une solution parce que l'arbre, tu sais, ça ne pousse pas sur les arbres. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Et là, il faut trouver ces 300 € quelque part. Bon, je crois que ce que je peux faire, parce que c'est vraiment ma faute, là, je n'ai pas respecté l'accord qu'on avait, c'est que je rends la perceuse parce que j'ai toujours le reçu et je peux le rendre avant que le magasin ferme ce soir. Que penses-tu de ça? Mais il est un peu tard ce soir. Ouais. Mais demain, peut-être. Demain, ok. Alors, ça, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres aussi. Mais il faut bien qu'on soit d'accord. J'ai pensé
Tu peux aller à Lidl au lieu d'Auchan pour faire les courses. Ça va épargner un peu, mais pas les 300 € tout de suite. On peut prendre le tramway pour aller en ville au lieu de prendre la voiture. Mais encore, c'est très peu de choses. Alors, la seule chose qui pourrait peut-être faire une différence, c'est plus de resto du tout jusqu'à ce qu'on rattrape les 300 €. D'accord. Bon, on va noter ça, comme ça que je me rappelle cette fois. Mais Ok. fais comme tu veux. Mais alors, D'accord. Je t'aime. je t'aime aussi. Les gens changent tout au long de leur vie. Il serait donc faux de penser que le mariage restera toujours le même. Comme chacune des personnes qui le composent, le couple passera par des phases de transformation. Chaque saison de la vie présente des défis particuliers. Pour maintenir une relation saine, chacun doit être conscient de la santé émotionnelle de l'autre et de la santé du couple qu'ils forment tous les deux. Dans cette séance, Pamela et Arlin décrivent ces saisons et expliquent comment conserver une intimité à travers les années.